Qu'est-ce que la vie au chômage? C'est à cette question et bien d'autres auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec Dominique L'Huillier, professeure émérite en psychologie du travail et autrice du livre Santé et travail, paroles de chômeurs, livre paru aux éditions RS en mars 2024. Dominique L'Huillier, bonjour. Bonjour. À la lecture de votre ouvrage, le chômeur n'apparaît pas comme une catégorie de personnes ni comme une personne, on va dire, à côté du travail. Donc ma première question est toute simple, c'est est-ce que le chômeur ne serait-il pas au final un travailleur comme les autres? Mais oui, absolument. Le chômeur, c'est bien un travailleur comme les autres. En fait, le chômage, c'est un temps dans une trajectoire professionnelle. Ça ne définit pas des catégories de personnes qui seraient fabriquées à partir de traits distinctifs qui permettraient de distinguer justement eux et nous. Non. Les personnes au chômage sont des personnes sans emploi pendant une durée alors plus ou moins longue et avec des temps plus ou moins fréquents dans leur trajectoire professionnelle de ces temps de chômage. Ce temps de chômage dans les trajectoires aujourd'hui augmente. C'est évidemment lié à la précarisation des emplois. C'est lié aussi sans doute à la place faite aux seniors dans le monde du travail. Avec le recul de l'âge de départ en retraite, les seniors sont plus longtemps, on va dire, des demandeurs d'emploi. Ça ne veut pas dire pour autant que les bras leur sont grands ouverts. Il y a encore un autre facteur sans doute qui peut contribuer à expliquer pour à la fois la récurrence des périodes de chômage, mais aussi l'allongement de la durée des temps de chômage. C'est les difficultés accrues aujourd'hui dans le monde du travail à tenir ensemble la préservation de sa santé et la préservation de son emploi. Donc oui, vous avez raison, le chômage est une question qui concerne bien tous les travailleurs. J'irais même jusqu'à dire qu'il concerne aussi les fonctionnaires, même si ils sont encore pas concernés par la question du licenciement. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont... alors, leur emploi est maintenu, pas nécessairement d'ailleurs leur revenu, parce qu'au bout d'une durée de déconnexion du travail, d'un poste de travail, le salaire s'arrête. C'est dégressif, puis ça finit par s'arrêter, mais on a ce qu'on appelle dans la fonction publique des chômeurs de l'intérieur. Ce sont des personnes donc en emploi mais sans travail. Peut-être il faut dire aussi que du coup, si on veut avoir un peu une idée de l'ampleur des travailleurs comme les autres, que sont les chômeurs, peut-être faut-il rappeler que les chiffres qui sont donnés concernant les chômeurs concernent en fait les demandeurs d'emploi. Or, il y a beaucoup de chômeurs qui ne se déclarent même plus demandeurs d'emploi pour différentes raisons, parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas accès à l'indemnité chômage, parce qu'ils savent que Pôle emploi, France Travail aujourd'hui, va pas nécessairement les accompagner étant donné le flux des personnes dont ont la charge les conseillers de France Travail. Le fait que les chômeurs soient des travailleurs comme les autres mériterait vraiment d'être reconnus. Ça permettrait aussi que les organisations syndicales, mais aussi les sciences du travail, toutes les sciences du travail, s'intéressent un peu plus justement aux chômeurs et à une question qui devient prégnante aujourd'hui, qui est la question de la santé. Santé et chômage. Ce qui m'a frappé dans les premières pages de votre ouvrage, c'est le constat, à travers les récits que vous partagez, que les chômeurs semblent être victimes des conséquences des transformations du travail. Par transformation, j'entends l'intensification du travail, auquel on assiste depuis les années 70-80, mais aussi l'individualisation, ou encore la précarisation du travail. Donc, dès les premières pages, en fait, on se rend compte qu'on est très loin des stéréotypes selon lesquels les chômeurs seraient des personnes peu impliquées ou peu compétentes ou peu adaptables. On est même l'inverse de ça. Et à quoi servent ces stéréotypes et que permettent-ils? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est des stéréotypes dans l'ensemble, très disqualifiants, des stéréotypes négatifs. Hein. Le chômeur se définirait par défaut, défaut de motivation, défaut de compétences,
défaut d'agilité par rapport aux transformations du travail. En fait, ça permet sans doute de penser que le chômeur est responsable de son état de chômeur. Ça peut être, on l'a vu, la paresse, le goût de l'assistanat. Ce faisant, ça permet sans doute une chose, c'est que ça éloigne le spectre du chômage pour soi. C'est-à-dire que cette représentation négative du chômeur, c'est bien une stratégie défensive. Ça apaise d'une certaine manière l'angoisse de ceux qui ont, pour le moment en tout cas, un emploi. Bon, il faut dire aussi que sans doute ces stéréotypes-là qui visent les chômeurs, ils s'inscrivent dans un contexte, je pense, plus global, où toute difficulté au travail, y compris au travail en emploi, est bien souvent interprétée au prisme d'une insuffisance professionnelle. Ça fabrique quoi, ces manières de penser? Ça fabrique de la discrimination. Donc il y a des gens qui font face aux difficultés de la vie quotidienne au travail et d'autres non. Donc on a des personnes résistants, combattants, performants, etc., adaptables, et puis les autres, fragiles. Et du côté du chômage, ben, on a donc ceux qui sont tombés hors du monde de l'emploi. Ils ne seraient pas comme nous. Différentialisme et discrimination, ça va souvent de pair. Hein. Or, évidemment que quand on rencontre des chômeurs, quand on discute avec des chômeurs, quand on écoute ce qu'ils disent de leur vie au chômage et de leur recherche d'emploi, on comprend bien que les chômeurs ne se vautrent pas dans le chômage du tout. Il faudrait bien pouvoir sortir de ces approches négatives qui sont très douloureuses pour tous les chômeurs et peut-être s'intéresser pas simplement à ce qu'ils ne feraient pas ou ce qu'ils ne seraient pas, mais voir effectivement ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Et ce qu'ils font, je dirais que chômer, c'est essentiellement deux choses. C'est évidemment travailler à la recherche d'un emploi, et ça peut être véritablement un parcours du combattant. Mais c'est aussi veiller à préserver sa santé. Et ça, c'est aussi essentiel. Vous avez dit quelque chose que je trouve important. Vous avez dit il ne se vautre pas dans le chômage. Et en lisant aussi votre livre, j'ai l'impression que ça fait écho au fait qu'ils ne se vautraient déjà pas dans l'emploi quand ils en avaient un, parce que vous partagez plusieurs exemples de personnes qui tiennent face à des conditions de travail qui sont particulièrement difficiles, qui tiennent face à des mécanismes, on va dire, qui les empêchent de faire du bon boulot et qui tiennent ainsi jusqu'à l'épuisement, à croire que ils tiennent jusqu'à mettre en péril leur santé et à se retrouver au final sans emploi. Oui, ça c'est quelque chose d'essentiel. Dans la recherche qu'on a réalisée et dont on présente les principaux résultats dans l'ouvrage en s'appuyant sur énormément d'exemples précis de parcours professionnels, on a pu identifier, on va dire, 3 grandes trajectoires, et elles sont donc présentées dans l'ouvrage avec tous ces exemples à l'appui. Et la première d'entre elles est sans doute la plus fréquente. On l'a appelée, en reprenant la formule d'une collègue, la trajectoire de la santé sacrifiée. C'est-à-dire que on se maintient dans l'activité professionnelle en emploi, malgré tous les signaux qu'on peut par ailleurs identifier, mais qu'on cherche en fait à occulter, tous les signaux qui nous sont adressés, comme par exemple les troubles du sommeil, les troubles alimentaires, l'irritabilité, une immense fatigue, etc., etc. On s'accroche. Alors on s'accroche pourquoi? Il y a plein de raisons. Ça peut être bien sûr pour ne pas perdre son emploi. Ça peut être parfois on s'accroche pour gagner plus, parce que
cet épuisement se fabrique dans le cumul d'emplois, notamment pour ceux qui ont des tout petits salaires qui ne leur permettent pas en fait de vivre. On peut aussi s'accrocher désespérément, quoi qu'il en coûte au plan de la santé, pour répondre à la mise en dette. Je pense notamment à tous ceux qui ont connu une carrière ascendante dans l'entreprise. Ils sont rentrés sans diplôme et ils ont gravi les échelons. Ils considèrent qu'ils doivent beaucoup à cette entreprise, à l'employeur. Et puis, il y a un autre cas de figure et qui est extrêmement fréquent, c'est ceux qui, coûte que coûte, cherchent à réaliser un travail de qualité, alors même que les conditions pour ce faire ne sont plus du tout au rendez-vous dans beaucoup de situations de travail. Notamment les ressources ou les conditions qui permettent de faire un travail de qualité compatible, on va dire, avec la santé, c'est des ressources collectives. C'est ces ressources collectives, par exemple, qui permettent de penser le possible du travail bien fait en contexte. C'est ces ressources collectives qui permettent de réguler les engagements, qui permettent, par exemple, de signaler que y a des horaires de travail, qu'on n'est pas obligé de rentrer tous les jours à la maison à 21h, qu'on peut aussi, le week-end, considérer que c'est réellement un week-end, et donc de repos. Un temps pour développer éventuellement d'autres genres d'activités. On a rencontré beaucoup de personnes qui ont eu finalement à peu près la même trajectoire, même s'ils exerçaient des métiers très différents, des catégories socio-professionnelles très différentes. Ils se sont battus pour préserver cette qualité du travail, ce travail bien fait, jusqu'au moment où ils sont tombés. Alors ils sont tombés, un matin ils ont pu plus se lever, ils sont allés devant la porte de l'entreprise et ils ont fait demi-tour parce qu'ils étaient effondrés en pleurs, ou ils ont fait un malaise, etc., etc. Tous ces gens qui, en burn-out, on va dire, le burn-out est aujourd'hui omniprésent. Et le burn-out, c'est toujours une combinaison, c'est le produit d'une combinaison entre sursollicitation et surengagement. Et de ce point de vue-là, je dirais que la quête du travail bien fait, elle est potentiellement pathogène quand elle ne s'accompagne pas des régulations collectives qui permettent de mettre en discussion ce que c'est que le travail bien fait et quelles sont les conditions pour poursuivre cet objectif sans s'y perdre. Mais dans ce que vous dites, en fait, dans cette situation où il y a une vraie souffrance physique ou psychique au travail, et dans ce cas-là, la perte d'emploi peut être un soulagement, mais comme vous indiquez dans le livre, c'est que ce soulagement, quel qu'il soit, il n'est que de courte durée, car il s'accompagne évidemment d'une perte de salaire, enfin plutôt d'une réduction de salaire, mais pas que, il s'accompagne aussi d'autres choses. Oui, absolument. On perd beaucoup de choses avec l'emploi. Comme vous le dites, on perd une bonne part de ses revenus. Il y a quand même 60% des demandeurs d'emploi qui sont sans indemnisation. Pourquoi? Parce que ils ne correspondent pas aux critères. Et la réforme de l'assurance chômage prévoit encore d'accroître les critères et donc de rendre encore plus difficile l'accès à l'allocation chômage. Ou alors, ils sont ce qu'on appelle en activité réduite, c'est-à-dire que ils travaillent quelques heures et donc de ce fait-là, ils n'ont pas accès à l'indemnité. Pour ceux qui ont accès à une indemnité, en moyenne, c'est quand même à peu près 1033 € par mois. Donc, je pense que la vie est quand même difficile. Ce qu'on perd massivement, bien sûr, c'est les collègues. C'est aussi l'organisation temporelle de nos vies. Cette organisation, elle est vraiment indexée au rythme de travail, au rythme social du travail. C'est le rythme dominant. Pour un chômeur, le week-end ne veut rien dire, les vacances, ça veut rien dire. Ce qui est perdu encore, c'est l'accès à l'espace public. Ils sont confinés dans l'espace privé. D'ailleurs,
au temps du Covid et des confinements pour cause de Covid. Ils disaient être confinés au carré. Là, ils perdent aussi plus globalement la médiation du rapport aux autres via l'activité. Alors évidemment tout dépend du fait qu'ils aient ou pas une activité à côté, une activité associative, une activité sportive, une activité le rapport à l'autre est, en tout cas au travail évidemment, au travail en emploi, toujours médiatisé par cette activité. Et d'ailleurs, les placardisés, ce que j'appelle les placardisés dans la fonction publique, ceux qui sont en emploi mais sans travail, sont eux aussi débranchés des autres parce que ils n'ont plus rien à dire sur ce qu'ils font, ils n'ont plus rien à partager avec les autres, ils ne sont plus convoqués en réunion, ils ne sont plus destinataires des mails, ils sont véritablement, oui, débranchés. Ce qui se perd encore, et c'est pas un détail, c'est le sentiment d'utilité. Le sentiment d'inutilité est très coûteux pour les chômeurs. J'ajouterais que pour les femmes, mais sans doute aussi pour les jeunes, ils perdent, en perdant leur emploi, leur indépendance. Du coup, ils sont dépendants de leur conjoint, et c'est pas sans effet sur la montée des violences sexistes et sexuelles et des violences intrafamiliales. Perdre son indépendance, c'est aussi très, très douloureux. Ça veut dire qu'on se tourne vers les minima sociaux et on peut cacher le fait qu'on soit condamné à vivre avec des minima sociaux. C'est perdre encore la part de soi qui est investie dans le travail. Parfois aussi, c'est perdre le métier en même temps. Notamment quand il y a eu un licenciement pour inaptitude et que le médecin dit monsieur, madame, votre métier, c'est fini pour vous, vous ne pourrez plus. Il va falloir penser à une reconversion professionnelle. Donc on perd par la même occasion aussi le métier. Et puis enfin, c'est la perte de la santé. Là encore, pour certains, c'est ce qu'ils appellent la double peine. La double peine des inaptitudes qui conduisent au licenciement. Ils ont perdu tout à la fois leur emploi et leur santé. Et ça fait un pont vers la question que je voulais vous poser, parce que tout à l'heure, enfin en introduction, vous m'expliquez que la santé reste assez observée et étudiée pour les personnes ayant un emploi, mais ce n'est pas forcément le cas des personnes n'ayant pas un emploi. Donc, on a pu voir de nombreuses études montrant que le travail peut avoir des conséquences négatives sur la santé. Qu'en est-il du chômage ? Alors, justement, vous avez raison de le souligner, il y a peu d'études sur la santé des chômeurs. Néanmoins, quelques données épidémiologiques nous montrent clairement que les chômeurs ont véritablement un risque accru de connaître des problèmes de santé par rapport aux travailleurs en emploi. En synthèse, ces données épidémiologiques montrent que le chômage est associé à une mortalité, toutes causes confondues, de 60% supérieure aux non-chômeurs. Alors, on peut décliner. Le risque de suicide est multiplié par 3. Hein. On a beaucoup parlé du suicide au travail. Beaucoup moins des suicides des chômeurs. On voit aussi dans ces données épidémiologiques que le risque du cancer, le risque d'infarctus du myocarde et d'AVC, d'accident vasculaire cérébral, risque augmenté de 80% par rapport aux dits actifs en emploi. Et sur la santé mentale, c'est un peu le même tableau. C'est-à-dire qu'on a un risque de connaître un épisode dépressif qui est multiplié. Il est multiplié de 24% chez les hommes et de 26% chez les femmes. Et on peut encore préciser qu'un épisode de chômage qui a duré au moins 6 mois, même passé, cet épisode peut contribuer à affecter le bien-être d'une personne sur le long terme. Donc c'est quand même des données qui peuvent nous alerter, d'autant que évidemment la santé va dépendre des conditions de vie. Hein. Toujours la santé dépend des conditions de vie. Or là, on peut dire au passage que
35% des personnes qui sont privées d'emploi vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est le cas aussi d'un tiers des seniors qui sont à la fois sans emploi ni retraite. C'est le cas plus encore, je dirais, des jeunes. Les 18-24 ans connaissent un taux de pauvreté qui est le double du taux de pauvreté de la moyenne française. Bon, voilà quelques données qui montrent l'importance de développer les travaux de recherche, mais aussi penser des dispositifs du côté de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, dispositifs prenant en compte la question de la santé. Parce que la santé peut être bien sûr altérée pendant la vie professionnelle, mais comme vous le disiez, le chômage peut nuire aussi gravement à la santé. On peut parler d'ailleurs de risques psychosociaux au chômage et en faire l'inventaire. L'insécurité, l'isolement, la stigmatisation, les difficultés d'accès aux droits, comme l'indemnité chômage, mais aussi à la santé. Vous savez, c'est bien évidemment qu'il n'y a plus d'accès à la médecine du travail. L'accès à la formation, l'accès au logement. Pourquoi je parle d'accès au logement? C'est parce que bien souvent, quand le chômage dure sans indemnité, il y a des procédures d'expulsion des logements qui se mettent en route quand on n'est plus en capacité de payer son loyer. Et pour terminer sur ce point, peut-être rappeler que la recherche d'emploi, c'est vraiment une activité à risque. C'est vraiment une activité à risque au sens psychiquement, hein. Il faut se projeter dans le poste qui est convoité. On s'adresse en essayant de répondre aux attendus supposés du recruteur, et puis on attend. Le silence peut être très long, et puis un jour, peut-être, on va recevoir une réponse. Ça peut être une réponse négative, bien évidemment, et là, bien souvent, sans aucune explication. Donc du coup, il n'y a pas d'éclairage possible pour permettre de corriger le tir, pour permettre de comprendre, en fait, le pourquoi du non. C'est un peu, psychiquement parlant, affectivement parlant, des montagnes russes. Hein. Engagement, attente anxieuse, désillusion. Et répétition de tout ça sur parfois de longues périodes, jusqu'au moment où certains vont finir par lâcher prise, se congeler, s'isoler, ne plus savoir finalement ce qu'ils peuvent ou ne peuvent plus, ce qu'ils veulent ou ne veulent plus. Bon, d'une manière générale, de toute façon, on sait que la solitude est pathogène. Or, la recherche d'emploi est une activité qui est quand même bien souvent trop solitaire. C'est aussi la raison pour laquelle on avait, dans le cadre de cette recherche, expérimenté des dispositifs collectifs qui permettent justement aux chômeurs de sortir de cette solitude, de partager leurs expériences du chômage et de la recherche d'emploi, de réaliser qu'ils ne sont pas seuls au monde, que les difficultés qu'ils rencontrent ne sont pas dues à des problématiques personnelles, mais que tous les autres connaissent les mêmes genres d'épreuves, les mêmes genres de questionnements. Tous les autres aussi cherchent à construire des stratégies pour à la fois rechercher un emploi, mais aussi pour préserver leur santé, éviter de rester allongé sur le canapé à regarder toute la télé toute la journée, tellement démoralisé, éviter de lâcher prise, justement. Pouvoir aussi se transmettre des conseils, des informations. Voilà. Les pairs sont une ressource fondamentale. C'est vrai au travail, les collègues sont une ressource fondamentale pour réguler les contraintes de travail, pour se transmettre les savoirs et les savoir-faire, pour se soutenir dans des périodes qui sont difficiles, mais c'est vrai aussi au chômage. Or, les modèles de l'accompagnement des chômeurs sont essentiellement des modèles d'accompagnement individuel. Donc, on a des experts de l'accompagnement qui accompagnent des chômeurs. C'est essentiel, mais c'est largement pas suffisant. Et on sous-estime vraiment les collectifs de chômeurs
qui vraiment, l'expérience est très concluante. Ils disent tous combien ces expériences de participation à des ateliers, où on ne leur explique pas comment il faut faire un CV et une lettre de candidature, non. Ce sont des espaces d'échange entre eux. L'animateur régule les échanges, mais il ne les guide pas. C'est eux qui savent s'entraider dans cette situation. Pour conclure, je souhaiterais évoquer avec vous la multiplication récente des réformes sur le chômage. Toutes se font toujours au désavantage et au mépris de la situation des chômeurs, comme si les chômeurs n'étaient au final qu'un coût pour la société. Qu'est-ce qui explique selon vous un tel acharnement? C'est sans doute bon, ça renvoie à la question du stéréotype qui pèse sur le chômeur parasite. L'injonction à traverser la rue rapidement serait motivée par un objectif de plein emploi. On peut discuter de l'objectif de plein emploi. Ce que ça risque par contre de provoquer, la pression exercée pour que les chômeurs reviennent au plus vite sur le marché du travail, c'est qu'ils vont être amenés à prendre n'importe quel emploi, y compris des emplois qui peuvent être incompatibles avec leur vie. Ça peut être parce que les durées de transport sont trop longues, ça peut être parce que le coût du transport va être inassimilable dans la paye. Ça peut être parce que la pénibilité du poste qu'on a pris est incompatible avec l'état de santé qui est le nôtre. Bon, on va fabriquer ce qu'on appelle des récidivistes, c'est-à-dire des personnes qui vont reprendre le travail, vont chercher à éviter les arrêts maladie pour tenir à ces postes de travail. Donc on fabrique du présentisme. Le présentisme, ça produit des arrêts longue maladie, par défaut de recours aux arrêts courts qui permettent quand même de récupérer. Et in fine, ça va produire un retour à la case départ, c'est-à-dire au chômage, avec vraisemblablement beaucoup de démoralisation, beaucoup de déception, et peut-être aussi une dégradation accrue de l'état de santé. Je pense que globalement, les politiques de l'emploi, elles sont fondées sur une vision de ce qu'on pourrait appeler le travail sans qualité. Le travail sans qualité, je reprends l'expression de l'ouvrage de Sennett, peu importe les qualifications, peu importe les expériences antérieures, peu importe le métier, peu importe les projets professionnels, l'important c'est l'emploi, c'est pas le travail. C'est pas le travail. Je me souviens de cet échange avec un horticulteur, un jeune, qui disait qu'il cherchait désespérément du travail sans en trouver. Et il lui était répondu par notre président qu'il pouvait postuler dans la restauration, dans le BTP, enfin, finalement n'importe où, pour faire n'importe quelle tâche, en attendant un nouveau contrat précaire pour de nouveaux métiers qui évidemment n'ont pas à s'apprendre, puisqu'en fait, la restauration, le BTP, etc., tous ces emplois-là sont pensés comme des tâches d'exécution. Voilà. Donc, ce faisant, en fait, on a des politiques de l'emploi qui fabriquent des processus de désinsertion professionnelle au chômage, par la récurrence du chômage, par la paupérisation aussi. D'une certaine manière, ces politiques de l'emploi, c'est malheureux de le dire, mais m'apparaissent quand même beaucoup comme des machines à fabriquer du chômage. Et du coup le caractère un peu paradoxal de l'affirmation que ces réformes sont motivées par un objectif de plein emploi. Il faudrait qu'effectivement les chômeurs puissent trouver les moyens, en rappelant bien évidemment que les chômeurs, c'est pas une catégorie, mais c'est un temps dans une trajectoire professionnelle, donc ça concerne tout le monde, que les travailleurs et les chômeurs puissent retrouver la voie VOX et puissent faire entendre ce que c'est que l'expérience du chômage. Non pas pour se positionner comme des victimes, mais pour montrer qu'ils développent toutes sortes d'activités de résistance, en fait, à ces processus
de désinsertion professionnelle, de relégation professionnelle, de mise à l'écart du monde du travail. Il y a beaucoup à faire sur ce champ-là, et c'est la raison pour laquelle on s'est dit que on pouvait décemment pas se contenter d'un rapport de recherche, mais qu'il fallait publier un ouvrage et laisser une grande place dans cet ouvrage à la parole des chômeurs et à leurs histoires, comme ils les ont racontées, comme ils les ont élaborées. Il y a beaucoup d'enseignements, y compris d'ailleurs des enseignements du côté des préconisations. Ils sont les mieux placés pour pouvoir dire ce qui pourrait être amélioré du côté des politiques de l'emploi, du côté des dispositifs d'accompagnement, du côté de la prévention de la désinsertion professionnelle. Il faut juste les écouter. Merci. Merci à vous. C'est sur ces mots que se termine notre épisode consacré au chômage. J'en profite pour vous inviter à lire Sans télétravail, Paroles de chômeurs, livre de Dominique L'Huillier, paru aux éditions RS en mars 2024. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner à notre newsletter, mais aussi à la plateforme d'écoute de votre choix. Pensez également à nous suivre sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Enfin, si vous souhaitez nous soutenir, je vous invite à nous faire un don via PayPal. Vous retrouverez tous les liens pour y parvenir sur notre adresse Linktree, linktr.ee/0, sans accent. Merci et à très bientôt.